c'est devenu le street art, alors qu'avant, il n'y avait pas de dénomination spécifique. Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie du graffiti. Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante. Bonsoir à tous et à toutes. Il est l'heure de se retrouver face au mur et de parler street art sur Radio Campus Paris. Je suis Pitou, mais à mes côtés, Alice, que vous pouvez retrouver sur les murs de Paname. On te laisse chercher, auditrice. Ça va, Alice ? Ça va et toi ? Ça va bien. La canicule pour aller égayer un peu les murs parisiens, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? C'est compliqué. On en reparlera peut-être après. Avec nous dans le studio ce soir, je voulais demander ça avant. Swed Honor, on dit comment ? Swed Honor. Comme ça, Swed Honor. Swed Honor, c'est très bien. Du premier coup, artiste et street artiste usétien. Ça, voilà, je l'ai pas eu par contre. je crois, ouais. Donc du coup, qui nous vient du sud, en ramenant encore plus de chaleur. D'ailleurs, c'était pas obligé. Vraiment, c'était pas nécessaire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir, de venir de si loin. Première chose avant de rentrer dans le vif du sujet, tu as un compte Instagram, c'est Swed, donc SWED_honor ONER, et je t'invite bien entendu, auditrice, à aller scroller les œuvres de notre invité pendant cette émission, car je sais ô combien tu es à l'aise avec le multitasking. Et l'art à la radio c'est cool, mais si en plus on a les images c'est quand même mieux. Swed Honor, donc comment tu te présentes généralement quand quelqu'un que tu rencontres la première fois ? J'ai pas de présentation particulière parce que je me prétends pas être forcément artiste ou classifié ou catalogué dans une rubrique bien définie ou comme on peut dire aujourd'hui street artiste. Je me définis plutôt comme humaniste et je me sers de mon travail de muraliste pour justement défendre l'humanité et l'humanisme. Et alors ton travail, tu dis muraliste, mais tu fais des murs évidemment, ouais. Mais tu fais aussi des toiles, tu travailles aussi sur d'autres supports. C'est tes deux principales activités, à la fois la peinture sur toile et la peinture sur mur, ou tu fais d'autres choses aussi à côté ? Non, c'est mes deux principales activités, effectivement. J'ai commencé par le mur. Venant du graffiti que j'ai connu adolescent, j'étais passionné par le dessin et puis un peu plus tard j'ai fait la jonction entre les deux, à savoir le dessin et le muralisme, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir le travail de portrait sur mur. Et le travail dans la rue ou sur mur a quelque chose de... il tient pas dans le temps, il est éphémère, exactement, voilà. Et du coup, j'avais besoin d'un petit peu plus fixer tout ce que j'étais en train de faire depuis 3-4 années. Et le travail d'atelier me permet de garder une trace de plus forte de ce que je réalise, de ce que je fais, quoi. C'est des œuvres différentes ou c'est des reproductions sur toile que tu fais plutôt ? Non, c'est la même chose, c'est exactement le même travail que celui que je fais sur mur, sauf que c'est souvent, effectivement, il y a souvent une toile, un mur et une toile. J'essaye quand c'est possible de peindre les personnes que je rencontre et sur mur et sur toile. Et voilà, il y a un parallèle, c'est exactement la même chose. Mon travail est exactement le même que ce soit sur mur ou sur toile, si ce n'est qu'après c'est du travail dans la rue qui est exposé à tout le monde, tout le monde peut voir, exposé ou imposé des fois. Et puis celui sur toile qui est un travail d'atelier qui est plus qui reste dans un circuit un peu plus fermé. Et justement, donc, je pense qu'on peut te qualifier de portraitiste parce que c'est le sujet principal de tes peintures. Comment tu choisis les personnes dont tu fais les portraits ? Je les choisis pas forcément. Ce sont des rencontres fortuites. Quand je me promène dans la rue, ça peut être n'importe quand en fait. Je vais chercher ma baguette de pain le matin à la boulangerie et puis je tombe sur une personne qui a quelque chose qui m'attire. Je pense bien souvent, je peins plutôt des personnes un petit peu âgées, parce que je trouve ça plus intéressant de travailler les visages de personnes un peu plus âgées, qui ont un petit peu plus de profondeur, de matière, et du coup un petit peu plus d'histoire, ouais. Forcément, ouais.
et qui ont bien souvent moins de filtres dans leur regard qu'on peut l'avoir quand on a 20 ou 30 ou 40, 50 ans même. Voilà, elles sont... Je sais pas en fait, je suis attiré par des profils de personnes dans lesquels je sens qu'il y a matière à trouver ce que je cherche, à savoir cette humanité qu'on a un petit peu tous en nous et qui des fois s'enfouit et qu'on perd un petit peu, qu'on a tendance à perdre un petit peu, je trouve. Parce que pour décrire un petit peu aux auditeurs et auditrices qui écoutent, ton travail, c'est essentiellement effectivement des portraits, le plus souvent, en tout cas quand on parle des murs, assez imposants, et surtout qui ont la particularité d'être vraiment très réalistes, principalement en noir et blanc. Alors j'ai vu un peu de travaux de couleur, je crois aussi, mais c'est surtout du noir et blanc, donc avec un gros travail sur les ombres, les textures de la peau, enfin toutes les marques du temps sur les visages, effectivement. Exactement. Et, mais du coup, quelles sont les techniques que tu utilises pour avoir cette espèce d'hyper-réalisme, surtout sur des supports aussi grands que ça? Moi, ça me fait beaucoup penser au crayonné, en fait, dans le style d'ultra-réaliste au crayon de papier, mais qu'on imagine difficilement transposable sur du 4 mètres par 8 mètres à la bombe. Ouais. Bah, c'est une technique dans la mesure où je suis autodidacte, c'est-à-dire que j'ai fait aucune école d'art et j'ai pris aucun cours de dessin. J'ai développé ma technique en bossant en fait. J'ai très rapidement fait le choix de travailler qu'en noir et blanc, c'est-à-dire que j'utilise aucune nuance de gris dans mes peintures. Je travaille vraiment qu'avec du noir et du blanc et je crée les nuances de gris en mélangeant le noir et le blanc par différentes couches en fait. Après, c'est mes techniques, c'est l'aérosol et puis la peinture acrylique, un petit peu de pinceau. Et donc les personnes que tu représentes, elles posent pour toi ou c'est à partir de portraits photos qu'elles peuvent te donner ou... Non, en fait, l'intégralité de ma démarche, ça commence par une rencontre, comme je vous l'expliquais, souvent fortuite et à 90% ou 95% dans la rue. J'y tiens parce que... quitte à être catalogué de street artistes, on parle d'artistes de rue, donc il faut y a une intégrité. Voilà, cette attache, je trouve ça important. Et du coup, non, ce sont des personnes vers lesquelles je vais, que j'aborde, je leur explique ce que je fais, et puis je leur pose la question de savoir si ça les intéresse que je les prenne en photo. Et je bosse à partir des photos que je réalise, ouais. Je peins à partir tes propres photos. Ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Donc il y a la rencontre, la prise de photos, et en fait, la peinture, c'est uniquement la dernière étape de mon travail, quoi. Quand tu dis la rencontre, quel début, quelqu'un que tu rencontres comme ça, tu vas tout de suite avec l'idée de le ou la peindre, ou potentiellement ça va être une rencontre mais qui n'aboutira pas derrière et c'est juste vraiment de temps en temps des personnes qui te marquent, ou est-ce que tu sors dans la rue en cherchant des sujets? Ça dépend. Des fois, je ne cherche pas et puis je tombe sur des personnes où je me dis celle-là, il faut que j'aille, elle est trop belle, il faut que j'aille la voir, que je l'aille lui poser la question de savoir si ça l'intéresserait de faire partie du projet. Après, oui, il y a des fois où, par exemple, là, ça fait 2 jours que je suis monté sur Paris, j'avais pour projet de peindre. Donc, je suis allé me promener dans les rues en quête un petit peu d'une personne, d'un modèle à peindre, en fait. Ouais. Oui, parce que tu nous disais avant l'émission donc, que tu as réalisé une peinture dans le 18e. Si tu veux nous en parler, justement, comment tu choisis les murs, les emplacements où tu poses tes portraits? Pareil, c'est promenade, je vois des murs qui m'intéressent, sont susceptibles d'être peints, et puis j'essaye de trouver le propriétaire du mur. Je lui pose la question, je lui explique ce que je veux faire, je lui montre mon travail. Et voilà, c'est tout un petit peu en freestyle. C'est ce qui est aussi cette partie là de mon travail que j'aime, en dehors des festivals, des choses un petit peu plus cadrées. Là, c'est vraiment mon côté vraiment free où je vais où je veux et où je peins qui je veux. Et, au hasard des rencontres. Voilà, exactement. Ouais. Et j'aime bien ce côté hasardeux un petit peu dans ce que je fais. Ouais. Et il y a des liens entre... Alors j'ai vu que ça arrive qu'il y ait des liens entre, pareil, la personne et le mur, que ce soit un habitant de l'endroit ou un SDF qui, pareil, est du coin aussi. C'est quelque chose que tu vas rechercher aussi, où il y a des moments où c'est plus un endroit qui va te parler, et puis là, tu mettras... la personne que tu as envie de mettre sans qu'il y ait forcément de lien. Tu t'autorises ça, ou tu as vraiment une démarche d'essayer de tout lier Non, j'essaye la plupart du temps de tout lier parce que
trouve ça intéressant en fait que les personnes que je peigne puissent se voir et se retrouvent représentées dans leur cadre de vie, dans leur quartier, dans leur rue, que ce soit un SDF, un commerçant, une petite mamie, un petit papy. Je trouve ça intéressant qu'ils puissent être exposés entre guillemets dans leur lieu de vie et qu'ils soient vus par les gens qui les connaissent. Il y a des fois où ce n'est pas possible, ça m'est déjà arrivé de peindre des gens qui n'étaient pas du tout du quartier ou de la ville dans lesquels je peignais, mais la majorité du temps, je reproduis les gens dans leur lieu de vie, ouais, dans leur cadre de vie, et c'est là où c'est intéressant, parce qu'en plus, du coup, les gens peuvent se voir en vrai, et c'est là où ça devient cool, quoi, parce que là, j'ai vraiment bouclé la boucle de tout mon travail, la rencontre, la prise de photo, la peinture, et ensuite la personne qui se découvre peinte. C'est ce qui a été le cas rubriqué quand j'ai peint là sur Paris, avec un monsieur qui est SDF et qui vit en fait sous un carton à 3 mètres de l'endroit où je l'ai peint. Et puis je l'ai pas vu de 2 jours, et puis il faisait sa vie, quoi, et puis quand il est revenu et qu'il s'est vu, il est tombé dans mes bras, et voilà, et puis moi là j'ai été content, quoi. J'ai vu au début de tes premières œuvres de portraits, t'allais aussi sur des portraits d'icônes célèbres, on va dire, qui allaient de Karl Marx à, je crois que j'ai vu Tony Parker passer, peut-être. C'était sur casquette. Sur casquette, ouais. Ou Dali aussi, une fresque avec Dali. C'est des sujets qu'aujourd'hui t'as abandonné, ou il y avait une intention au début, ou c'était plus pour se faire la main? Comment ça s'est passé? Je crois que c'était une phase de recherche et effectivement de perfectionnement technique, on va dire, dans la technique de la peinture. Et après, j'ai eu besoin d'engager des choses un petit peu plus personnelles dans ce que je peignais. Et le fait d'aujourd'hui prendre les photos de gens que je peins, on rentre vraiment dans une démarche personnelle, parce que je vais vraiment choisir les gens que je peins, quoi. Ok, on va continuer de parler de tout ça après une pause musicale. It's got to be copacetic. One time, yo, they'll never get it. Yeah. While some choose to use, the life of perfection, I choose to roll with an underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Under makes me wonder, feel the thunder, lightning, vibrations for one nation. Supernatural black individual that will get lyrical. I come in to make the crowd go hysterical with spiritual lyrics as I kick these frees. I sit back with the brothers parlay, hit the trees on the corner in ciphers. I'm the Pied Piper, lyrical sniper, getting busy. There's no one hyper. Who is it? I'm causing the blizzard with these lyrics. Me and Rock and Squat, we come to blow up the spot. Is you is or is you not my B-boy? I kick these lyrics as I start to break and destroy any batty boy MC that wants to battle with my lyrics rattle. I saddle you up just like you were cattle. Come on, make these rhymes start to move. Teleport to a different planet, black and too smooth. Don't stop, get it when I start to kick it. Nobody could understand that supernatural is wicked. You've been evicted from this song and sector. Who is the one that gets busy like Hannibal Lecter? Supernat, check this shit out. Tes mains comment se posent sur le toby, le homeboy. Soit c'est du citron, la langue de Molière, prisonnière du ciment, traversant les océans sans perdre son élan. Yo, for those who don't understand a word, that a dictionary is the same cold world. Alors accroche-toi quand Assassin est là. Le rap redevient le média traqué par les polices de défense de l'État. Un maximum de réflexion anime cette connexion. C'est bien connu quand une chanson puise son inspiration. Dans le malaise des bas-fonds, ça devient de la formation. Et l'information n'est bonne que quand elle sert les intérêts de Babylone. C'est le duel du fond sur la forme, du crayon sur la gomme, de l'enfant face aux hommes. Alors, dans l'impalpabilité des probabilités, je donne une vision aiguisée qui n'a un sens que si on avance en suivant le balancement de chaque son qui danse. Du South Bronx jusqu'à Paris en France. While some choose to lose the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to live with the underground connection. While some choose to live the life of perfection, I choose to roll with the underground connection. Transform, roll out, Supernat's about to go for another time out. I get busy with these lyrics when I'm dropping my rhymes. Don't step too swiftly, I have landmines embedded, hesitant to kill the government. Step into the White House, assassinate, leave no evidence. Fly, brother, straight towards the sky. Kick real hip-hop black, it will never die. They want to take it away, don't want to put it on a record, don't want to put it on wax, but I bring the facts. There's a whack B-boy in my sector. Eject tapes, there will be no escape. Supernatural has come to take.
Rocking SWAT avec Supernatural Underground Connection pour cette reprise de Face au mur. Et on est donc avec Souhait d'honneur aujourd'hui, et on était en train de parler des portraits qu'ils réalisent donc sur des murs, et donc tu nous disais que tu donc choisis des personnes voilà, au gré de rencontres, des commerçants, des sans-abri, et donc s'agissant des sans-abri, tu portes un projet qui s'appelle Support sur Local Homeless, donc soutien un sans-abri près de chez toi. C'est ça, exactement. Ça comme ça, ouais. Si tu veux nous en parler. Alors, ouais, Support sur Local Homeless, c'est un projet que j'ai entamé il y a un petit peu plus d'1 an, que j'ai commencé avec David, qui est un sans domicile fixe de ma ville, donc qui est une petite ville de 9000 habitants, Uzès. Et du coup, voilà, il y avait pas mal de proximité justement avec les gens qui sont à la rue dans une ville à cette échelle. Avec David, on a rapidement sympathisé et du coup, je l'ai peint à l'entrée de la ville d'Uzès. J'ai peint son portrait et c'est comme ça qu'a démarré le projet Support sur Local Homeless. À quoi, voilà, comment tu le définis toi, ce projet-là? C'est rendre visible ces personnes habituellement invisibles, comment ça prend forme? À la base, c'était pour filer un coup de main à David et un petit peu le mettre en avant parce que forcément, quand on est dans la rue, l'estime de soi, c'est pas super, on n'est pas au top de sa forme, quoi. Donc c'était pour arriver à un petit peu lui faire reprendre confiance en lui et lui apporter un petit coup de main, qu'il ait une autre image auprès des gens, de la population, qu'il ait peut-être plus d'attention de la part des habitants de la ville. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait bien en fait avec David, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer de réitérer le projet un petit peu partout dans différentes villes. Et après en fait sensibiliser effectivement les gens comme vous, comme moi, comme un peu monsieur tout le monde, qui ont leur travail, qui ont en fait une vie assez confortable, nous sensibiliser tous au fait qu'il y ait des personnes, beaucoup de personnes, énormément de personnes, surtout sur les grandes villes, notamment à Paris, qui vivent dans la rue, qui dorment dans la rue, avec tout ce que cela comporte comme truc pas super, un peu sordide, quoi. Voilà, quand je discute avec eux et qu'ils me racontent un petit peu leur vie, c'est super compliqué, quoi. Donc voilà, d'arriver à ce qu'on soit tous un petit peu plus sensibilisés sur le sujet des sans domicile fixe et puis apporter peut-être un petit peu d'attention quand on en voit un et plus passer en tournant le regard ou en le regardant juste en compatissant et peut-être s'arrêter, prendre 5 minutes de son temps, discuter avec lui, parce que c'est des personnes totalement ordinaires comme nous tous, qui ont des parcours des fois ce sont des faits de vie, quoi. Je pense à Mourad, avec qui j'avais porté le projet il y a 2-3 mois aussi sur Paris, qui était à Paris, qui a perdu sa femme dans un accident de voiture et ça a été la descente aux enfers, alors il bossait au CNRS avant. Enfin, des gens qui étaient dans un cadre très classique et qui se retrouvent pour diverses raisons à la rue. Voilà, c'est pour un petit peu sensibiliser les gens, qui se dire que ça peut arriver en fait assez rapidement à tout le monde. Et voilà, quand on passe devant un SDF ou qu'il y en a un justement dans sa rue qu'on voit tous les jours, peut-être accorder un petit peu de temps, un petit peu de bienveillance, discuter avec eux et puis créer une relation, parce que encore plus que la misère économique dans laquelle ils sont, c'est la misère sociale et la solitude, moi, qui me dérange en fait. C'est-à-dire qu'on passe devant sans forcément prêter attention. Et l'être humain a besoin de rapports sociaux et humains, justement, d'avoir des discussions, d'échanger, de raconter sa vie, d'écouter celle des autres. Donc voilà, ce projet, c'est un petit peu tout ça, d'arriver à mettre en avant ces gens-là dans leur lieu de vie pour que les gens soient sensibilisés,
Là, c'est ce que je disais avec Martin, que j'ai peint dans le 18e aujourd'hui. Il était à côté de sa peinture et toute la journée, les gens s'arrêtent et puis ils viennent discuter avec lui. Alors, il y en a qui le faisaient avant, mais ça déclenche des choses, quoi. Les gens, du coup, s'intéressent à lui. Ah ouais, il est peint en 3x3 sur un mur. Il devient intéressant. Alors, c'est par ce biais de la peinture, mais c'est cool, quoi. Pour moi, ça fonctionne, quoi. Elle est où exactement dans le 18e, cette peinture ? Elle est rubriquée. Voilà, ouais, pour ceux qui connaissent. Ouais, ça, Google Maps connaît bien. Ouais, Google Maps. Et t'as commencé quand, du coup, la première avec David ? C'était en septembre de l'année dernière. Donc, c'est un projet que je porte tout seul, donc qui nécessite du temps et de l'argent. Je me déplace, je fais tout en autoproduction, on va dire. Donc, c'est un projet que je poursuis et que je fais sur le temps que j'ai de libre quand je ne suis pas occupé ailleurs. Voilà, donc je l'ai porté avec 4 sans-abri jusqu'à présent, avec David sur Uzès, Gilbert qui était un sans-abri sur Marseille, pareil, qui avait une histoire complètement dingue, qui est décédé depuis, avec Mourad sur Paris et voilà, et aujourd'hui Martin sur Paris, exactement. Et pour une personne qui voit ou qui entend parler de ce projet-là, en dehors des changements qu'elle peut faire dans son propre comportement et essayer de changer son propre regard sur les personnes sans abri, est-ce qu'elles ont des moyens de soutenir ce projet d'une manière ou d'une autre, ou pas encore, ou c'est quelque chose auquel tu penses ? Non, je ne demande pas de soutien des gens. J'ai la possibilité, moi, de le porter sans le soutien des gens. C'est vraiment, je pense, une introspection que chacun doit faire sur son propre comportement et un cheminement que les gens doivent faire eux-mêmes, sans parler de soutien économique, financier ou quoi que ce soit. Si par ce projet-là, certaines personnes peuvent un petit peu évoluer dans leur manière, dans leur mentalité, de voir les sans-domicile fixe, c'est juste ça, c'est cool. Mais du coup, j'aimerais rebondir un peu là-dessus parce que j'ai trouvé une interview de toi, parce qu'on travaille un peu avant nos entretiens, mais où tu parlais de la dimension politique et en même temps que à la fois tu acceptes, mais en même temps tu réfutes un peu comme n'étant pas la base de ton travail, c'est-à-dire que tu dis que c'est un acte politique de fait, mais c'est pas ce que toi tu recherches, et c'est bien ce qu'on comprend aussi quand tu nous as parlé là au début de cette dimension humaniste, et puis même mais d'un autre côté, alors, j'ai tendance à voir du politique partout, et les gens, ceux que tu vas mettre en avant, c'est pas, tu vas pas les chercher dans le 16e à la sortie du Fouquet's et tout, donc pour moi il y a quelque chose quand même de l'ordre de, je vais dire, la lutte des classes, parce que le marxiste en moi se réveille et aime beaucoup le portrait que t'en as fait. mais ça me paraît... il y a une forme de dénonciation de quelque chose quand même dans ce choix de sujet. Je suis pas totalement convaincu. Non, il y a pas une démarche. Alors, il y a une démarche, oui, on peut l'entendre de manière politique. Moi, le mot politique, il m'érisse les poils, clairement. Donc, j'ai du mal avec ce mot-là parce que la politique, aujourd'hui, a tendance à cliver les gens et à créer du communautarisme en fonction de certaines idéologies et manières de penser. Je défends l'unicité de chacun, c'est-à-dire qu'au même titre que les critères physiques sont uniques pour chacun, je le sais très bien parce que ça fait, j'ai dû peindre 200 ou 250 portraits et j'ai jamais trouvé un trait qui ressemblait à un autre, malgré des similitudes ou des gens qui pourraient un peu se ressembler, mais en fait ils sont complètement différents. Et du coup, dans la manière de penser, en fait, on est aussi tous différents. C'est-à-dire que quand on discute avec quelqu'un, on va lui dire quelque chose et puis il va entendre autre chose que ce qu'on est en train de lui dire. Donc, pour moi, le côté politique, il enferme trop les gens dans des manières de penser, alors qu'on a tous notre propre manière de penser. Moi, j'ai la mienne et en fait, je la revendique comme étant unique et je l'associe à personne d'autre.
Donc oui, si tu veux, dans le sens politique, je vois où tu veux en venir. Oui, il y a quelque chose de politique dans la démarche. Je dirais peut-être plus quelque chose d'engagé que de politique, tu vois. Ouais, voilà. On peut, si on fait la nuance entre... Enfin, si on part du principe que l'engagement peut-être pas forcément politique. Dépolitisé, ce qui me gêne un peu, mais je comprends, en tout cas, je comprends effectivement la nuance. Pas politique au sens institutionnel du politique, voire idéologique. Quoi. Oui, exactement. Mais en tout cas, il y a une démarche militante. Il y a une démarche militante et engagée, mais je milite pour une seule et même chose, et c'est en ça que je refuse un petit peu d'être catégorisé. Je milite pour l'humanisme, en fait. Voilà, je milite pour ce qui nous unit tous en vrai, tu vois, c'est ce côté humain qu'on a tous à la naissance, cette humanité qu'on a tous à la naissance qui nous est donnée naturellement et qu'on peut ensuite perdre pour différentes raisons. Et moi, je milite pour ça, en fait, ce qui rassemble tout le monde, ce qui est du coup pas du tout communautaire, justement. J'essaye de rassembler tout le monde. Vaste projet. Vaste projet, ouais. Bon courage. Oui, alors pour un portrait, moi qui m'a beaucoup plu et que je considère comme politique, alors peut-être en abordant... il allait arriver. Il allait arriver. Mais si on prend cette notion de manière large, donc c'est-à-dire c'est la vie de la cité, et donc là, la cité était un peu animée dernièrement. Tu as fait le portrait d'un gilet jaune qui ne s'appelle pas Jojo, mais Bernard. Exact. De mémoire. Ça, c'est pas politique, c'est pas... Ben non, c'est absolument pas politique, figure-toi. J'avais envie d'utiliser du jaune cette fois-là, c'était l'occasion. Non, en fait, je vais assez rapidement passer un petit peu plus long, vous expliquer comment j'en suis arrivé à peindre Bernard. Alors, je suis quelqu'un qui ne regarde pas la télé et qui n'écoute pas la radio et qui ne lit pas les journaux volontairement. Donc, je suis au courant de ce qui se passe dans notre société, forcément par les réseaux sociaux et puis par des discussions que j'ai avec tout un tas de gens que je fréquente, totalement différents les uns des autres. Et donc, c'était début décembre. Donc, le mouvement des Gilets jaunes venait de naître, où il avait une quinzaine de jours en tout cas. Et donc, je ne le suivais pas à la télé, juste c'était des on-dit, j'entendais parler de ce truc-là, mais je ne savais pas du tout ce qu'il en était en fait. Et d'ailleurs, je crois que personne ne savait ce qu'il en était à ce moment-là trop, de ce qui se passait. J'ai pris ma voiture en fait et je devais aller bosser sur Aix-en-Provence. Je menais un atelier pédagogique avec des jeunes, avec des enfants. Et je suis tombé sur un rassemblement de gilets jaunes sur la route nationale entre Nîmes et Alès, donc à côté de chez moi, à 20 bornes de chez moi. Je tombe sur ce rassemblement-là où il y a des voitures un peu partout, les gens sont un petit peu bloqués, surtout les poids lourds, et les voitures sont filtrées en fait. Et puis là, j'arrive sur une scène absolument surréaliste où il y a des feux de palettes, où il y a plein de gens justement avec des gilets jaunes. C'est un peu la fête, des slogans, mais pas du tout... des slogans super peace and love, quoi, vraiment pas cool. D'animosité, pas du tout d'animosité. Des gens avec le sourire qui s'applaudissent. Et je dis, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'aperçois en fait un monsieur avec lequel j'avais bossé, j'avais fait un petit peu de maçonnerie plus jeune pendant l'été. Et j'aperçois un monsieur avec lequel j'avais travaillé en maçonnerie il y a 10-15 ans de ça, qui se retrouve sur ce rassemblement-là, qui est à la retraite aujourd'hui avec sa femme, en plein hiver. Et du coup, je me dis, waouh, ce monsieur, je connais pas trop la maçonnerie, j'ai fait ça 2 mois pendant l'été, mais c'est pas super, c'est pas le boulot le plus reposant, quoi, on va dire. Et je me dis, ce mec-là, il a fait ça toute sa vie, pendant 40-50 ans, et il se retrouve à la retraite, et ben pour lui, ça va pas, quoi. Il devrait être en train de dire des histoires à ses petits-enfants dans le fauteuil au coin de la cheminée ou quoi. Et il est là en plein mois d'hiver avec sa femme. Donc ça me fait un petit peu réagir, mais sur le côté, en fait, pas politique, parce que sur le côté humain, je me dis, c'est pas normal que des gens dans cette situation-là, après la vie qu'ils ont vécue, ils puissent pas se retrouver sereinement. Voilà, ils ont fait leur taf pour la société. Alors... Du coup, je continue ma route parce que l'histoire n'est pas finie, mais je vais la faire rapidement. Non, vas-y. Hein. Je vais bosser, faire ma journée sur Aix-en-Provence. Et là, quand je rentre, un trajet qui me met 1h30 de route normalement, je me prends
tous les barrages de gilets jaunes au retour, mais genre sur toutes les villes de ma région, et je mets 4h30 pour rentrer, je rentre à la nuit. Je croise un gilet jaune à ce moment-là, je pense que je l'écrase. Enfin voilà, tu vois, super vénère. En plus, il se voit bien la nuit, c'est l'avantage. La nuit, il est fluo, c'est cool. Et bon, bref, et pas plus. Et puis je rentre chez moi et en fait, je sais pas, sur un coup de tête, une semaine passe et puis je me dis, voilà, j'ai envie d'aller voir ce qu'il en est de ces gens qui se rassemblent comme ça, dans la joie, dans la bonne humeur, qui sont là pour protester, mais qu'ils protestent, tu vois, de manière pacifique et dans la joie et la bonne humeur, parce que on a eu l'habitude de voir depuis en fait mai 68 où on t'a expliqué quand t'es pas content, il faut descendre dans la rue, se rassembler, faire du bruit, casser. C'est un petit peu ce qu'on nous sert depuis ce moment-là, que pour faire évoluer les choses, à obtenir certaines choses par rapport au pouvoir, il faut agir comme ça. Et en fait, ces gens-là, ils avaient pris le contre-pied, ils faisaient la fête, ils bloquaient, mais ils filtraient, et ils avaient une autre manière en fait de montrer de leur s'exprimer. Ouais, de s'exprimer, tu vois, et dans laquelle on va dire je me retrouvais, je trouvais ça intelligent et chouette. Et donc, je me retrouve sur ce rassemblement. Je rencontre une autre personne que je connais qui est aussi dans l'artisanat. Et je discute du fait que j'ai envie de peindre quelqu'un du rassemblement, comme je le fais habituellement. 2 heures après, il m'avait monté une palissade de 4 mètres sur 4, flambante au milieu de la route. Et moi, j'avais trouvé Bernard entre-temps, qui n'était pas un leader du point, du lieu de rassemblement, qui était juste un mec qui était là pour soutenir le mouvement. Et je peins Bernard, voilà. Et je peins Bernard dans la même veine des gens qui ont une histoire sur leur visage. En fait, ça s'est fait assez, on va dire assez naturellement, et après en fait ce mouvement-là, à ce moment où je fais cette peinture-là, c'est pas le même que 2 mois après, tu vois. Il y a pas les médias qui y sont intéressés, il y a pas les politiques qui y sont intéressés. C'est juste un mouvement du cœur, et c'est pour ça, c'est un mouvement humain. C'est pour ça que je te dis que pour moi c'est pas politiser cet acte-là. C'est que c'est des gens, à ce moment-là, ils font parler leur cœur. Et j'ai passé 2 jours sur le rassemblement, des voitures sur une nationale empruntée, je sais pas combien il y a de voitures qui passent par jour, mais sincèrement, il y avait 90 ou 95% des gens qui passaient, qui applaudissaient et qui disaient on est avec vous, tu vois, c'était quelque chose, voilà, je pense que ça a redonné à ce moment-là de l'espoir un petit peu à tout le monde, qu'on peut retrouver de la solidarité, que l'humanité en fait, elle a crié, tu vois, à ce moment-là. L'humanité, elle a dit, oh, je suis là, j'existe, il n'y a pas que le pognon, il n'y a pas que le business, il n'y a pas que le cul, il n'y a pas que machin, il n'y a pas que... Il existe encore l'humanité qui est là. Voilà. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis à ce moment-là, c'était pas politique, en tout cas peut-être c'était pas récupéré politiquement, et qu'on pouvait pas ressentir des tendances, enfin d'ailleurs on peut peut-être toujours pas fortement ressentir des tendances politiques au sein du mouvement, mais moi dans ma compréhension du politique, je trouve que ce que tu fais, que ce soit avec les sans-abri ou là avec ce gilet jaune, c'est politique dans le sens où ça rend visible des gens qui le sont peu. Et d'ailleurs, moi j'ai noté qu'il n'y avait pas beaucoup d'artistes qui se sont mis du côté des Gilets jaunes. On n'a pas beaucoup vu de représentation. Il y en a eu une assez connue d'un artiste qui s'appelle Pascal Boyard, qui a représenté en fait la liberté guidant le peuple de Delacroix, avec les personnages portant des Gilets jaunes. Mais j'ai trouvé sinon ils étaient assez peu représentés. Et peut-être que les artistes se disaient mais ça va donner une couleur politique à ma pratique. Mais bon, en tout cas, moi, j'ai apprécié voir ce portrait. Et d'ailleurs, en parlant de visibilité, je voudrais revenir juste sur un symbole que tu utilises dans tes portraits, qui est l'auréole. Pourquoi ? L'auréole, ou plus précisément un cercle, en fait, c'est cette figure géométrique que j'aime bien utiliser. Il y a plusieurs symboliques à ce cercle. La figure géométrique, par définition du cercle, c'est quelque chose qui me plaît parce que tous les points sont à égale distance de son centre. Donc pour moi, c'est un symbole d'égalité en fait entre les êtres humains. Je place justement en son centre les portraits des gens que je peins. Voilà.
Après, c'est un symbole un petit peu de protection aussi autour des personnes que je peins. Et voilà, c'est les principales raisons pour lesquelles j'utilise cette symbolique, avec le côté doré, or souvent, parce que c'est un petit peu aussi le travail de portraitiste fut un temps était réservé aux gens de pouvoir et aux gens qui avaient de l'argent. Et effectivement, je peins plus souvent des gens dans le besoin ou qui sont, on va dire, des gens socialement... Enfin, ils sont plus, c'est plus des gens pauvres en fait que je peins, voilà. Et c'est un petit pied de nez justement aux portraitistes et au fait qu'avant on peignait les nobles. Et ben voilà, moi je peins les gens pauvres. On continue cet entretien tout de suite après une pause musicale. Merci Swadona. Je suis loin. Je vis pour un rien. Fumée, platine. Diamant, vinyle. On joue du Marvin Gaye. Avant que le jour n'illumine les cieux, Passant à la face B. les mots inconnus, nos morceaux précieux. On ne fait que déonder vers le plafond, un vrai brouillard. On ne fait que tomber profond, boire les profonds au bout du soir. On n'a pas fumé des rivières, on n'a pas compté les heures. J'ai la tête à l'envers et le cœur qui prend l'ascenseur. Chanson d'amour, 45 tours. Et combien de bouffées sous les posters, des fumées mystères, des refrains oubliés. Chalalala, 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 la 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 la, la la la, love illicite. Enchanté Julien avec Prince Wally pour 45 tours pour la suite et la fin de Face au mur. Et oui, toujours avec Swadona qu'on va retrouver dans quelques minutes. Mais avant ça, avec Alice, on aime bien se lancer des petits défis, on aime bien tester des choses. Et du coup, on s'est mis en tête cette année pour toute la saison d'essayer à peu près tout ce qu'on pourra en termes de technique de street art. Et donc, tout de suite, on écoute une de nos aventures. Déjà, techniquement, il faut pas qu'on fasse un truc trop compliqué. On va pas faire le portrait de Karl Marx. Quoi? Tout de suite, tu me brilles. Non, oui. Non, tu vois, il faudrait, si on veut écrire quelque chose, et un symbole, mais ouais. Un truc assez facile. Après, je sais pas. Et sinon, c'était vraiment prendre face au mur d'un point de vue plus politique, du coup, et vraiment d'avoir quelque chose pour dire qu'en gros, on est face au mur et avoir un mur vraiment de dessiner. D'accord. Et trouver un truc qui dit qu'on est face au mur d'un point de vue environnemental, social, peu importe. Ah, et donc on décline ça. Et on décline cette idée d'être face au mur et à chaque fois on trouve un sujet qui colle, quoi. Là, ça peut être l'effondrement, ça peut être... c'est moins spécifique au street art, du coup. Ça pourrait être intéressant d'utiliser le mur sur lequel tu graphes comme étant le mur dans lequel on va, pour faire comprendre ça. Il faudrait presque l'écrire, en fait. C'est écrire... Ceci est un mur, et nous allons droit dedans. Ça me ferait beaucoup rire, mais je sais pas dans quelle mesure c'est chiant, en fait. Mais d'avoir de reproduire un graphe de l'évolution des températures. Soit de l'augmentation de soit température, soit fonte des glaces, soit montée du niveau de la mer, soit... ça c'est faisable, on peut faire voir les schémas, mais c'est des courbes, ça va être des courbes de couleurs ou... Oui, ça va être une courbe avec juste, c'est assez simple, je pense que c'est assez simple à faire cool. Ok, et oui, on peut redessiner, puis du coup on met une police qui est plus facilement découpable. Ok. Expliquons bien les choses dans ce bon ordre. Donc là on a décidé de ce qu'on fait, on le refait sous Photoshop. Oui.
Ensuite, on l'imprime, on verra quelle taille on fait, mais sur 4 feuilles probablement. Sûrement, ouais. Et après, on découpe, et donc pour pouvoir découper, notamment pour ce qui est des mots, comme toute la difficulté, c'est de... en fait, c'est pour les lettres qu'on dit fermées. Par exemple, le A est fermé, là, avec ce petit triangle. Contrairement au E, il y a une police spéciale où il y a des ouvertures. Donc quand on découpe les lettres, elles se délient pas. C'est un peu compliqué à expliquer, mais bon. Donc c'est la police stencil. Pour que le O, en gros, pour qu'au milieu du O, il n'y ait pas un voilà, rond. Que ce soit pas un rond. Donc en fait, on divise en deux le c'est O. 2 parenthèses. Voilà, et c'est 2 parenthèses. Et toute la police stencil, qui veut dire pochoir, c'est comme ça. C'est vrai que je me dis que j'ai un problème parce que même quand j'essaie de faire des trucs cool, à savoir me dire je vais aller graffer des trucs dans la rue, ouais. Le truc avec lequel on sort, c'est quand même genre, vas-y, si on prenait un graphique de cahier d'histoire géo. C'est vraiment le niveau 0 de la coolitude, quoi. Alors là, j'ai imprimé directement sur un papier un peu cartonné que je peux découper immédiatement. Directement. Voilà. Et ça, du coup, ça te permet de gagner du temps. Exactement. Et d'éviter l'étape décalcage. Ça fait mal un peu à chaque fois. Ouais. Ça a l'air désagréable. Ah, fait chier. Ah, le vandalisme, c'est plus ce que c'était. Tiens-le plutôt par là. Par là, ok. Comme un stylo. C'est comme ça que je tiens un stylo. D'accord, ça n'est pas normal. Donc... Et il faut que tu sois pas tant sur la pointe, je pense que ça n'a pas découpé. Ça n'a pas coupé trop. En fait, il faut être plus à plat. Voilà, à plat, tu vois, plutôt comme ça. Ok. Que comme ça. Donc pas comme un stylo du tout en fait. J'ai l'impression que ça n'a pas plus coupé. C'est moi qui sais pas couper ou... Je pense que tu tiens pas bien le... Putain, il veut pas, hein. Eh ben, ça s'annonce bien pour les lettres. Tu vas galérer. Ok, ça c'est bon, faut faire en bas. Mais aussi. c'est entre les... Tu vois, c'est ni la pointe ni comme ça, hein, parce que tu... Ah oui, non mais t'appuies vraiment comme... Non mais j'appuie très fort. J'ai vraiment peur en fait, moi, de... Ah bah non, il faut que... En fait, c'est pour ça que dessous t'as un truc comme un épais, c'est que tu dois avoir l'impression de t'enfoncer dedans. Ah oui, d'accord, donc c'est normal quand oui. Okay. C'est pas on caresse le papier, quoi. C'est pour les brutes. Ok, ça, c'est un truc de bois. Non, là, c'est très précis. Alors voilà, justement, pour éviter ça, que tu galères et que tu tires ce petit coin, machin. Donc là, exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit coin qui me casse les couilles et on n'arrive pas à enlever le bout de papier du bout de la flèche. Donc tu vas, ton trait, tu le tires un tout petit peu plus loin à chaque fois. Ok. Tu vois, comme ça. Hop. Et normalement, ça part tout seul. Bah oui, je teste mes bombes en fait. Voilà, parce que les bombes comprend. Elles ne lâchent pas. J'ai mis du bombe. Toute petite. Elle tient dans un petit sac à main. Elle est parfaite. Ok. Alors, pour le noir. On fait quoi? Noir et... Noir. On a quoi? On a les pieds? Ouais, on a les pieds. Alors en fait, je cherchais du blanc, mais ça fait moins de bruit que... Ah, voilà. Ah, c'est le temps qu'elle se décolle la vie. C'est un peu sport. Voilà. C'est du blanc. Bah, du blanc et du rouge, et ben on va être pas mal. Donc là, effectivement, on ne sait pas où on va poser le truc encore. C'est-à-dire qu'on s'est fait chier pendant 3 heures à découper des trucs à la con et tout, et on ne sait pas où on va le mettre. Oui, non, on n'a pas de mur. Alors voilà, parfois c'est un peu frustrant parce qu'on ne trouve pas de mur ou il y a trop de gens. C'est une façade aveugle, donc sans fenêtre. Si on va vite, je sais pas, t'en penses quoi? Moi, j'ai zéro idée. Moi, je suis en train de retenir tous mes sphincters pour être sûr de, tu vois, de rester décent. C'est à peu près tout ce qui se passe là. Il y a aussi 2 caméras de surveillance. Oh merde. Ah ouais. Oui, il y a clairement... Il y a clairement une énorme on est clairement sur ce mur. Alors normalement, en vérité, on ne prend pas le temps de super bien accrocher, mais là il y a du vent. On a vraiment décidé qu'on ferait ça tôt et en prenant bien notre temps. Je sais pas pourquoi on a décidé ça, mais je crois qu'on a envie de faire un face au mur en garde à vue. Je crois que c'est ça. Donc j'ai pas vraiment préparé mes bombes en plus. Elles n'ont pas de caps. C'est-à-dire le petit capuchon qui permet de... Donc là, je fais 1850. J'arrive à 1900. Attention, 1950. On n'est clairement pas sur un taille à l'arrache. On est vraiment... Bon voilà, on a fait la première partie. Il y en a encore 3 autres.
je te donne peux- la est-ce que- bombe. vas-y. Je tiens ça. Ouais. Alors, essaie de... Donc, tu bombes sur les bombes, on s'en fiche. Super. Ouais. En Ouais. fait, ce qui est pas mal, c'est si tu fais, tu vois, genre des lignes. Ouais, Ça remplit ok. plus. Bah, c'est cool, non? Bah ouais, N'empêche, c'est il bien. est super, ce Il est graphique. classe. Ah, et il y a des gens qui arrivent. Comment on pourrait faire pour notre interview de la personne qui fait ça? C'est celle qui aurait des Posca dans la main, par exemple, elle a les mains pleines de peinture. Toi, au hasard. Comment on a trouvé cette personne? Bon, et bah c'était Voilà. magique. Eh ben, c'est fait. Hein. C'était C'est magique. fait. On est bien. Et ben voilà. Le premier face au mur, est terminé. Et c'était c'était chouette, hein? c'était chouette. C'était plein de Posca, de peinture et de découpe. Et bon, la prochaine fois, on essaye de dire qu'on fait ça en moins d'une demi-heure, trois Voilà. quarts d'heure. Je Il sera propose plus qu'il tard. soit Ouais, plus la tard nuit. aussi. La nuit, Ouais. c'est bien. Ouais, la canicule, finalement, C'est ça. toute l'année sera propice. Donc un global warming à trouver Voilà. dans le 20e arrondissement. Sur un mur un peu caché, mais pas assez. Oui, c'est ça. Les bras cassés font du pochoir, quoi. Eh bien, c'était une technique vraiment bien. C'était super chouette. Préparation est le maître mot. C'est pas grave, on est bien, on est à la cool, c'est Face au mur sur Radio Campus Paris, toujours avec Souhait d'honneur. J'aimerais revenir un petit peu sur tes débuts. Tu parlais tout à l'heure, et je pense qu'on reviendra aussi sur ce que tu aimais comme hypothèse, ou en tout cas comment tu te présentes entre la transition entre le vandalisme et le street art. Mais t'as commencé par du vandalisme. C'est comme ça que t'as découvert la rue en tant que support ou Ouais, du vandalisme léger. J'ai fait mes petites expériences d'adolescent en recherche d'identité, on va dire, à ce moment-là. Et oui, c'était à l'époque du tag, du graffiti. C'était entre 95 et 2000. Et ouais, c'était les petits méfaits d'adolescents, quoi, les petits tags dans les rues, les graffitis, tout ça caché des parents, un petit peu dans le... Voilà. C'est prescrit, c'est pas grave. Ouais, oui, c'est presque. c'est bon. Et mais du coup, là, t'en parlais. Aujourd'hui, quand tu peins dans la rue, tu le fais que avec l'autorisation du propriétaire, ou ça t'arrive encore d'y aller vraiment à l'arrache Un peu à l'arrache, mais plus ou moins quand même. Après, la différence en fait entre se poser dans la rue et puis faire un lettrage plein de couleurs, graffiti pur et dur, et de se poser dans la rue et faire un portrait, on a plus de chances de se faire dégager en faisant un lettrage voilà, bien graffiti qu'en faisant un portrait. En fait, ma pratique, moi, elle comporte zéro risque. Les gens, la plupart du temps, c'est super bien accueilli. Donc même si j'ai des accords plus ou moins bancals des propriétaires, ça se passe toujours assez bien. Et tu préfères ça, ou il y avait un côté que t'aimais bien dans le vandal? Dans le côté illégal, tu veux dire? Il y avait un côté que j'aimais bien, mais c'était la recherche de sensations fortes que j'avais quand j'étais adolescent. Aujourd'hui, je suis papa, tu vois, j'ai plus envie forcément. J'aime bien les sensations, mais c'est celle de prendre des risques et de se mettre en danger. Elle est derrière moi, quoi. Je suis passé à autre chose. Artistiquement, tu penses que ça change quelque chose ou pas? Enfin, parce que pour le coup, il y a des street artistes. Du peu que je connais, je me tourne vers Alice, c'est ma caution street cred, c'est ça. Non, mais j'ai eu l'impression, moi, dans ce que j'ai pu entendre et tout, que pour certains street artistes, la notion d'illégalité avait une valeur aussi artistique, en fait, et que les œuvres autorisées, quelque part, étaient... je vais redire street cred, mais non, mais voilà, perdait une dimension, une certaine. Après, un certain aspect. Ouais, c'est un point de vue, tu sais. À partir du moment où tu interviens dans la rue, de toute manière, tu prends des risques.
tu prends ne serait-ce qu'un risque assez simple, celui de te confronter aux gens qui passent et qui vont avoir une critique, exactement, une opinion sur ce que tu es en train de faire. Le problème qu'il y a, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, et les gens dont tu parles qui ont une pratique illégale, ils vont critiquer en fait les gens qui surfent sur l'étiquette street art ou qui du moins se prétendent street artistes, sauf qu'ils n'interviennent pas dans la rue. Voilà. Street art, c'est simple, il y a rue et art. Donc si tu performes pas dans la rue à un moment donné, c'est difficile de se prétendre street artiste. Moi, je me prétends pas street artiste, c'est ce dont on a parlé au début. J'aime pas trop les étiquettes et justement les classifications un peu douteuses. Mais à partir du moment où tu interviens dans la rue, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer, que ce soit en légal, en illégal, en pseudo-légal. Tu vois, voilà, tu es soumis et confronté aux gens qui passent, toutes les composantes de la société, en fait. C'est ça qui est intéressant. Après, sauter un mur, marcher sur des voies ferrées, galoper dans un tunnel de métro, sont pas des choses qui, aujourd'hui, me font vibrer, tu vois. J'ai plein de potes ça fait kiffer de ouf, et je respecte cette pratique-là à fond. Mais moi, non, c'est pas mon truc, quoi. Et du coup, qu'est-ce que tu appelles cette transition entre vandalisme et street art ? Où tu te situes ? Où je me situe, parce que j'ai connu le graffiti à l'époque où c'était une pratique mise de côté, très marginale, associée aux voyous, tu vois, et aux vandales, qui existent aujourd'hui encore. Et je l'ai connu à cette période-là, en fait, où ce qu'on voyait dans la rue, c'était quasiment que du tag et du graphe vandal. La grosse période où les métros se faisaient cartonner, où c'était établi comme ça. Je l'ai laissé de côté après pendant quasiment 10 ans, et quand je suis revenu me réintéresser à ce qui se passait dans la rue, on était passé au street art et aux mecs qui ont développé des techniques comme le pochoir, le collage, toujours les graffitis et tags qui sont toujours là, ça n'a pas changé. Et en fait, cette espèce de blackout où je me suis pas plus intéressé à ça pendant 10 ans, j'ai vu que la discipline a complètement évolué, l'opinion aussi de cette discipline a complètement évolué. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé un petit peu le cul entre deux chaises avec une culture vraiment du graffiti et d'arriver et de voir ce côté un petit peu mainstream du street art qui a ses entrées un peu partout. Voilà. Et moi, je suis un petit peu le chaînon entre les deux, quoi, parce que j'ai une part des deux, tu vois. Voilà. Et justement, sur tes toiles, alors pour le coup, c'est un aspect de toi que moi je connais pas du tout, parce que j'ai surtout vu ce que tu as produit pour la rue. Les toiles que tu travailles, etc., ça fait partie, ça évolue dans quel milieu? J'ai du mal à me rendre compte. T'es catalogué par des galeries comme street artiste quand même, j'imagine, ou au contraire, t'as réussi à t'extraire un peu de cette image-là avec ton travail plus, j'allais dire classique, mais bien sûr. c'est pas sur le style, c'est plus sur le support, quoi. Ouais. Mais c'est clairement, mon travail, il s'apparente complètement, surtout quand il est fait sur toile, en fait. Aujourd'hui, ce qui me donne cette étiquette street art, c'est parce que je peine dans la rue mais on sinon, en revient à la définition. Ouais, exactement. Mais sinon, c'est de la peinture de portraitiste complètement classique qui se fait depuis plein d'années, oui. Tu vois, depuis plusieurs années. Mais pour moi, c'est pas du tout négatif de dire que ma peinture est de la peinture classique. Au contraire, tu vois. Je suis même plus, ça me fait plus plaisir. T'as des références du coup quand tu t'es mis, parce que tu nous l'as dit, t'es autodidacte. Ouais. Quand tu t'y mets, quand tu commences à travailler, t'as des images, des références, des mentors, des gens où tu te dis, si je pouvais faire quelque chose, je te dis, moi j'essaye d'être assez hermétique justement aux médias et également aux confrères contemporains ou des époques passées. Après, je connais un petit peu ce qui s'est fait, mais on va dire, je vais pas creuser dans la vie d'un artiste, les Caravage ou des choses comme ça, ou les Léonard de Vinci, qui sont allés vraiment dans du réalisme pur et dur dans leur peinture. J'essaye pas forcément, non, j'ai pas vraiment de mentor ou de personnes. Il y a des travaux que j'affectionne, où je me dis waouh, les mecs étaient super forts, quoi. Mais j'ai pas de référence particulière, non.
dans le domaine de la peinture. J'essaye de rester justement assez hermétique à ces choses-là et à écouter ce que j'ai envie de faire et de le faire à fond. Avec potentiellement explorer d'autres techniques, d'autres sujets, ou pour l'instant tu restes dans la veine portrait, noir et blanc, et pour l'instant tu t'estimes que tu as encore beaucoup à faire comme ça? C'est une question que je me pose assez souvent, qui revient souvent sur le tapis, à savoir est-ce que j'ai envie de faire autre chose et je m'aperçois que j'essaye et je n'y arrive pas. Alors ça, c'est un blocage ou c'est... Non, je pense que c'est pas un blocage. En fait, c'est que mon envie, elle est toujours de continuer à faire ce que je fais. Et peut-être même que quand j'aurai 80 ans, je continuerai à peindre des gens que je croise dans la rue en noir et blanc de la même manière et que j'aurai juste fait évoluer ma technique et puis peut-être d'autres sensibilités. Ça me dérange pas, tu vois, quand tu vois qu'un artiste comme Soulage a travaillé toute sa vie autour des nuances de noir. C'est beaucoup plus chiant que travailler autour des visages. Tu vois. Il faut plus d'imagination pour se renouveler. On est sur d'autres niveaux d'abstraction. Sur ton projet, juste pour revenir rapidement sur ton projet Support Your Local Homeless, avec mon accent toujours merveilleux. Là, tu viens de faire Paris. Oui. T'as d'autres destinations en vue pour les prochains mois, ou pareil, ça arrive au fil de l'eau? Ouais, c'est un petit peu au fil de l'eau. C'est comme je te disais, dès que j'ai la chance d'avoir un emploi du temps assez occupé, du coup, quand j'arrive à me dégager, quand je vois que j'ai un petit creux de 2-3 jours et j'ai le besoin de peindre et de peindre de manière complètement libre, ben je vois où c'est que je peux aller, si j'ai un pote dans une ville, si tu vois, c'est un peu c'est au petit bonheur la chance, quoi. Et du coup, donc ton emploi du temps assez occupé, c'est quoi? Enfin, est-ce que tu as d'autres projets, tu fais des festivals, et est-ce que c'est une économie où tu arrives à vivre de ta peinture? Où est-ce qu'on peut te voir aussi? Ah oui. Ça sera... Parce que là, on est en face de nous, alors. Oui, c'est vrai, mais les œuvres... Alors, ouais, il y a pas mal de choses qui sont dans les tuyaux. Alors, où est-ce qu'on peut me voir? J'ai une exposition qui est en cours à la Villa Tchen à Colmar, où j'ai plus d'1 an et demi de production sur toile qui sont exposées là-bas. À savoir que mon travail d'atelier me prend énormément de temps, c'est-à-dire qu'une toile, c'est environ 1 mois de travail. Ah ouais. Voilà. Et j'ai une exposition photographique que j'expose dans mon atelier sur Uzès actuellement jusqu'à la fin du mois. C'est les photos, c'est les portraits Exactement, que j'ai réalisé, ouais. J'ai eu envie, là, ça fait 2 ans que je travaille la photo et les portraits un petit peu partout, là où je me promène en France et à l'étranger. Et j'ai eu envie de montrer les originales, en fait, les photos originales d'où proviennent mes peintures. Donc il y a ces 2 expos qui sont en cours. Après, en septembre, je fais un festival qui s'appelle Éternel Crapule à Moutier, où je vais peindre une façade. Et puis après, il y a d'autres projets qui sont dans les tuyaux, qui sont des gros projets à l'étranger, mais je suis un petit peu superstitieux, donc je vais pas en parler trop. On n'a rien entendu, on ne sait pas. Mais ça risque d'être très cool. Ok, on te le souhaite. Voilà, on restera aux aguets. Merci beaucoup, Swedona. Merci à vous. C'est déjà la fin de cet entretien d'En Face au Mur. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Merci Alice, bien entendu aussi. C'était super. Bah oui, c'était super. Et bien entendu, évidemment, un grand merci aux contorsions digitales incroyables d'Eliott à la réalisation. Merci. Quant à toi, auditrice, tu pourras retrouver cette émission et bien d'autres en podcast sur radiocampusparis.org, et n'hésite pas à suivre les comptes Instagram de l'émission et de Swedona. Notre émission, ça s'appelle Face au Mur, donc c'est facile, hein, c'est bien fait. Tu tapes ça et tu trouves, et des fois on poste des choses. Parfois. C'est pas encore tout à fait au point, mais on y travaille. Reste sur les ondes, ce qui arrive après est forcément bien. Ciao Bella, ciao. Ciao. C'est devenu le street art, alors qu'avant il n'y avait pas de dénomination spécifique. Le street art, d'une manière générale, c'est une parodie du graffiti.
Nous ne sommes qu'au tout début d'une aventure esthétique nouvelle et je crois passionnante.